Exzellenz, Mesdames, Messieurs, liebe Gäste, das Institut Pierre Werner wurde vor 20 Jahren im Hinblick auf die Fortführung der deutsch-französischen Annäherung mit und in Luxemburg gegründet und ist seitdem zu einem festen Bestandteil der Kulturlandschaft im Großherzogtum und in der Großregion geworden. Dans les années 1920, l'intellectuel Aline Mayrisch de Saint-Hubert et son époux, l'industriel Émile Mayrisch, avaient initié cette forme de lieu de rencontre de l'entre-deux-guerres au château de Colpach. Dans ce château, des personnalités des milieux culturels et politiques luxembourgeois, français, allemands, mais aussi belges et européens, venaient échanger sur des sujets d'actualité du futur de l'Europe. Ce fut le lieu de discussion, de débat et d'échanges culturels organisés dans un souci de réconciliation des sociétés françaises et allemandes et de rapprochement des peuples européens. C'est dans la continuité de ce fameux esprit de Colpach que l'Institut a été fondé et qu'il a reçu depuis des centaines d'écrivains, d'intellectuels et penseurs européens et du monde entier. Mit einer Trägerschaft und Finanzierung durch das Goethe-Institut auf deutscher Seite, das Ministerium für Europa und Auswärtige Angelegenheiten auf französischer Seite und das Kulturministerium auf luxemburgischer Seite ist das Institut einzigartig in seiner Organisation. Es ist nach einer herausragenden Luxemburger Persönlichkeit, die für die europäische Integration wichtig war, benannt, Pierre Werner. Als ehemaliger Premierminister und Schlüsselfigur der Idee der einheitlichen Währung hat er der Kultur als Mittel zur Annäherung der europäischen Gesellschaften stets einen hohen Stellenwert eingeräumt. Und so ist es nur natürlich, dass ein europäisches Kulturinstitut seinen Namen trägt. Dieser Name verkörpert, wie Dominique de Villepin bei der Einweihung des IPW sagte, une constante source d'exigence à la hauteur de l'ambition européenne dont il a toujours fait preuve. Par la même occasion, j'aimerais saluer Madame la bourgmestre Lydie Polfer qui, il y a 20 ans, en tant que ministre des Affaires étrangères, a inauguré avec ses collègues Dominique de Villepin, Joschka Fischer et Madame la ministre de la Culture Erna Hennico-Schöpjes l'Institut Pierre Werner. L'IPV, comme on l'appelle au Luxembourg, organise non seulement des événements culturels, notamment littéraires, y compris pour la jeunesse, mais aussi ayant trait à l'histoire et aux sciences humaines et bien sûr, comme aujourd'hui, la politique. Anschließend möchte ich den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck zitieren, der nach seinem Besuch im Jahre 2014 das IPV wie folgt beschrieb. Luxemburg liegt im Herzen Europas, nicht nur im geografischen Sinne, sondern vor allem als ein Land, in dem die europäische Idee stetig fortentwickelt und tagtäglich gelebt wird. Das Institut Pierre Werner ist ein herausragendes Beispiel für das Engagement und die Kreativität, mit dem sich Luxemburg in Verbindung mit Deutschland und Frankreich für das Zusammenwachsen Europas und die deutsch-französische-luxemburgischen Beziehungen im Besonderen einsetzt. C'est un grand honneur de recevoir 3 ministres des Affaires étrangères pour célébrer les 20 ans de l'IPV. 2 des 3 pays membres de l'IPV et celui du pays ayant la présidence du Conseil européen au semestre prochain, prouvant l'ouverture de l'Institut sur l'ensemble de l'Europe. Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne vous expliquera les raisons de l'absence de Madame la ministre allemande. Avant que la discussion ne commence, je cède la parole à Monsieur l'ambassadeur de la RFA, Ulrich Klöckner, qui vous expliquera les raisons de l'absence de la ministre allemande Annalena Baerbock. Je cède la parole à Monsieur l'ambassadeur. Merci. Sehr geehrter Herr Minister Asselborn, sehr geehrte Ministerin Colonna, sehr geehrter Herr Minister Albares, lieber Henri Greten, Exzellenzen, liebe Gäste. Henri Greten hat es gerade gesagt, eine fehlt auf dem Podium. Wir hatten alle gehofft und uns darauf gefreut, heute Nachmittag auch Frau Ministerin Annalena Baerbock zur Feier des 20-jährigen Bestehens des IPW hier in Luxemburg begrüßen zu können. Leider konnte die Ministerin weder an der heutigen Ratstagung teilnehmen, noch zu dieser Feierstunde kommen. Sie hat mich gebeten, ihr Fernbleiben zu entschuldigen und bittet um Verständnis für diese Entscheidung. Die Krise im Sudan
hat die letzten Tage alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wie Sie sicherlich gehört und gelesen haben, hat sich über das Wochenende eine Window of Opportunity geöffnet, um alle Botschaftsangehörigen und auch ausländische Staatsbürger aus Khartoum zu evakuieren. Gott sei Dank ist diese sehr riskante Operation, an der viele Länder teilgenommen haben, gelungen. Dies ist für uns alles eine große Erleichterung. Ich selbst war bis September 2020, bevor ich nach Luxemburg kam, 4 Jahre Botschafter in Khartoum. Ich habe deshalb eine Ahnung davon, was nicht nur alle unsere Landsleute, sondern vor allem auch die Sudanesen in der letzten Woche durchgemacht haben und was ihnen wahrscheinlich noch an Leid droht. Sudan war noch vor 3 Jahren eine der seltenen Erfolgsgeschichten in Afrika. Die sudanesische Zivilbevölkerung hatte sich mit ungeheurem Mut und Selbstaufopferung auf der Straße gegen ein brutales islamistisches System Freiheit und Demokratie erkämpft. Sollte dies jetzt alles im Chaos und in Gewalt enden, wäre das wirklich niederschmetternd. Es ist schade, dass diese Ereignisse und damit leider auch die Abwesenheit meiner Ministerin den Anlass überschatten, zu dem wir heute uns versammelt haben, das 20-jährige Jubiläum der Gründung des IPW. Das IPW mit seinen 3 Partnern Luxemburg, Deutschland und Frankreich ist ein zutiefst Luxemburger und damit europäisches Projekt. Henri Greten hat es eben noch einmal anschaulich in Erinnerung gerufen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das IPW jedes Jahr viele großartige Veranstaltungen hier anbietet, die den europäischen Geist stärken. Ich möchte deswegen sehr gerne Henri Greten, Olivier Frank, Jan Krüger und Thijs Berthaud sowie allen Mitgliedern des Instituts IPW ganz herzlich für ihre großartige Arbeit danken. Der heutige Austausch zwischen Politikerinnen und Politikern mit jungen Leuten ist ein gutes Beispiel für die Arbeit des IPW als Brückenbauer über Grenzen hinweg und zwischen den Generationen. Vielen Dank. Bonsoir, à moi le plaisir d'introduire les 3 invités d'honneur. En fait, il y en a un, nul besoin de l'introduire, tout le monde le connaît bien au-delà des limites du petit Luxembourg. Jean Asselborn, doyen depuis très très longtemps dans l'Union à ce poste et surtout... Il va excuser la métaphore en tant que cycliste increvable et surtout infatigable défenseur des droits de l'homme et de l'état de droit. Et ce qui caractérise Jean Asselborn non seulement en tant que ministre mais aussi en tant qu'homme et son franc-parler qui lui vaut admirateur et aussi ennemi. Catherine Colonna, bien que nommée qu'en mai de l'année dernière ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, connaît tout autant les rouages du métier. Cette juriste et énarque de formation a fait presque toute sa carrière dans la diplomatie, pour ne citer que quelques étapes de son très long CV, porte-parole de la présidence sous Jacques Chirac, ministre déléguée aux Affaires européennes sous le gouvernement Villepin, ambassadrice en Italie, au Royaume-Uni, mais également ambassadrice de son pays auprès de l'UNESCO ou de l'OSCE. Et puis, fait assez rare, pour le souligner, une des 3 femmes seulement à être élevée en dignité d'ambassadrice de France. Une de ses causes étant justement l'égalité et la visibilité des femmes. Sa conception de la diplomatie féministe vise à intégrer la promotion des femmes comme première priorité, et cela partout dans le monde. Il y a du boulot, madame. Le troisième participant, lui aussi juriste de formation, lui aussi a débuté sa carrière
dans la diplomatie. Il s'engage en politique quand il accepte de devenir le conseiller international de Pedro Sánchez alors que celui-ci est secrétaire général du Parti socialiste, qui va en tant que Premier ministre le nommer ambassadeur de France et puis en 2021 son ministre des Affaires étrangères. Lors des négociations autour du Brexit, M. Alvarez a déjà joué un rôle clé de conseiller. Actuellement, il prépare son pays à la présidence, dont il va nous esquisser les grands axes et défis qui tiennent dans une phrase « Nous avons besoin de plus d'Europe ». Je pense que personne ne va vous contredire dans cette salle. On est là pour parler de multicrises dans peu de temps, mais on est là aussi pour fêter, Madame Colonna, on fête les 20 ans d'une belle idée, et vous tenez à dire quelques mots au sujet de cet anniversaire. Bien volontiers, Madame. Merci de votre invitation. Merci à mes collègues d'être là et d'essayer de faire vivre avec moi l'esprit européen. Je comprends dans une salle qui est plutôt acquise à celui-ci, mais on sait qu'il faut entretenir toujours et encore cet esprit européen. Donc c'est un plaisir particulier pour moi d'être là ce soir. Nous étions ensemble au Conseil Affaires étrangères, que nous avons quitté avant même qu'il soit fini, mais on nous pardonnera cette infidélité au Conseil, parce qu'il s'agissait pour moi d'abord d'honorer la promesse que j'avais faite à, je ne dis pas mon vieil ami, mais au ministre homologue et ami de longue date, qui est Jean Asselborn, de venir être avec vous ce soir, malgré une actualité chargée, en effet, Madame. Et puis aussi, je tenais à participer à ce débat au sein de votre institut, qui est l'un de ces beaux espaces publics qui font vivre l'idéal européen, qui a besoin de débat, qui a besoin d'engagement, qui a besoin de gens qui le font vivre. 20 ans, en effet, se sont passés. Vous étiez là, Madame la bourgmestre, chère Lydie Polfer, lorsqu'un de mes prestigieux prédécesseurs à cette place, je ne sais pas si c'était dans ce lieu, a participé au lancement de l'Institut. Je ne prétendrai pas me situer au niveau de qualité intellectuelle et de brio de notre ami Dominique, mais d'utiliser ces 20 ans qui viennent de s'écouler entre le lancement de l'Institut et le soir où nous nous retrouvons pour essayer de regarder avec vous ce que cette génération, car c'est presque une génération, a pu nous apprendre. Et je le fais évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine, puisque si l'on compare ce qui s'est passé il y a 20 ans et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien c'est que nous sortions des guerres de l'ex-Yougoslavie. Nous avions tenté, le ministre des Affaires étrangères de l'époque le sait bien, d'empêcher une guerre inutile en Irak et dont on voit encore les conséquences d'ailleurs déstabilisatrices dans le monde. Mais nous avions pensé faire la paix en Europe. Or, la guerre est revenue sur le continent européen, non pas au sein de notre espace de l'Union européenne, mais la guerre est revenue sur le continent européen. Et donc ça nous oblige à nous remettre sans doute sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est faire prévaloir toujours ce qui nous unit, voir ce que nous avons en commun. Et donc cette recherche de l'indispensable auquel nous a conduit par la force des circonstances la guerre en Ukraine est un moment qui doit être un moment d'interrogation pour nous tous, mais dont nous tirons, en tout cas dans un bilan provisoire, des leçons positives. Et je m'explique simplement d'un mot. Si l'on compare là aussi la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a 20 ans, nous avons su réagir cette fois dans l'unité, rapidement, mais dans l'unité, dans la détermination, et une unité qui ne se dément pas depuis plus d'un an, depuis 14 mois maintenant. Donc une unité dont nous savons qu'elle est notre force, qui s'exerce aujourd'hui, non pas seulement au profit de l'Ukraine, parce que je ne voudrais pas que qui que ce soit pense que nous sommes aux côtés de l'Ukraine, et il le faut uniquement pour défendre l'Ukraine. Ce qui est en jeu, c'est bien sûr le sort de ce pays, le sort de son peuple, mais c'est aussi beaucoup plus fondamentalement que cela, le respect que nous devons faire assurer dans le monde des principes qui fondent la société internationale, des principes de la Charte des Nations Unies qui nous permettent de vivre en paix
et en stabilité. On défend cet ordre international basé sur les règles. Au cœur de cette construction, pour moi, se situe l'Union européenne, qui est un espace unique que nos pays fondateurs, en particulier, mais José Manuel, tu es bienvenue avec joie et la force et le talent des Espagnols dans ce club, qui fait que nous avons su réussir jusqu'à ce jour une œuvre humaine sans précédent, historiquement sans précédent, qui nous permet d'avancer ensemble et de promouvoir nos intérêts, nos valeurs, de promouvoir demain, il le faudra aussi, notre autonomie stratégique. Je tiens à évoquer ce thème cher à la France, mais qui ne fait que recouper les fondements même de la construction européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Européens aient le choix de leur avenir, soient maîtres de leur destin. Et ça, c'est ce que nous avons voulu, ce que nos pères fondateurs ont voulu au tout début de la construction européenne, donner aux Européens la maîtrise de leur destin. Il faut continuer, on va poursuivre dans le domaine de la défense, dans les domaines industriels, dans tant et tant d'autres domaines, mais fondamentalement, c'est ce choix politique qui a été fait au début de la construction européenne qui fait de notre œuvre perfectible et qui se poursuit, qui n'est pas achevée, qui est complexe, qui est en chemin, une œuvre fondamentalement politique. Voilà. Pour nous tous, et ce qui nous unit, je pense, ici, c'est que l'Europe est un projet politique où on arrive à faire émerger le bien commun. Et ça, c'est une magnifique, magnifique tâche que nous avons tous. Et avant d'entrer dans la discussion, notamment de l'autonomie stratégique, je vais demander à M. Alvarez de justement faire un peu le regard dans le futur, hein, puis vous êtes en train de préparer donc la présidence de votre pays et vous ne voulez non seulement renforcer l'unité européenne, mais également renforcer les liens avec les pays d'Amérique latine et les pays du continent africain. L'Espagne va prendre la présidence de l'Union européenne dans les moments sans doute les plus complexes et les plus difficiles pour l'Europe entière, depuis la chute du mur de Berlin. On est dans un moment de changement, dans un moment où ce qu'on appelle dans les jargons diplomatiques l'ordre, hein, l'ordre européen et l'ordre mondial très probablement est en train de se redessiner. Alors, tout ce qui touche à la guerre de l'Ukraine, parce que finalement c'est là que tout se concentre et tout se concrétise, va être au centre de notre présidence. En premier lieu, que la paix revient en Ukraine, qui est la même chose que dire que la paix revient en Europe, parce que l'Europe est une construction faite des valeurs de paix. C'est la paix qui est le moteur de notre stabilité et aussi de notre croissance économique. Et aussi faire face à toutes les conséquences économiques et sociales que tous les citoyens européens ressentent aujourd'hui et qui en découlent de cette guerre injuste, injustifiée et brutale. Et ça veut dire réindustrialiser l'Europe. L'Europe ne peut plus être dans une situation comme elle s'est trouvée en février de 2022, de la faire beaucoup plus compétitive et en premier lieu de compléter la réforme du marché électrique et énergétique. On ne peut plus être soumis au chantage du gaz, de l'énergie ou de n'importe quel autre matériel fondamental pour notre compétitivité. Le deuxième grand volet qu'on va approcher, c'est protéger nos citoyens et faire avancer cette Europe des citoyens. Et ça touche à beaucoup de choses. Ça touche évidemment à l'égalité et à la parité. Il faut faire avancer l'égalité hommes-femmes à tous les niveaux. Il faut permettre un accès au logement à nos jeunes et à la formation. Et il faut faire face à ces fléaux qui est en train de parcourir l'Europe et qui s'appelle la solitude et qui touche très très lourdement aux personnes les plus âgées. Et évidemment, l'Europe, spécialement dans ces moments de transformation tellement importants, a besoin de partenaires, d'amis, d'alliés. Alors, on va regarder vers la région qui est la plus eurocompatible de la planète parce qu'elle parle nos langues, elle partage surtout nos valeurs. Une partie des populations vient de l'Europe et il y a de plus en plus de gens de l'Amérique latine ici, qui est l'Amérique latine et les Caraïbes. Le 17 et le 18 juillet, on va faire un gros sommet à Bruxelles, Union européenne, CELAC, Europe, Amérique latine, pour parler de tout ce que nous avons à gagner et à travailler ensemble.
Et on va regarder vers les voisinages sud, tous ces pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, avec lesquels on doit travailler. On fera aussi un grand sommet main dans la main pour faire face aux gros défis que nous avons aujourd'hui en Europe. Les flux migratoires irréguliers, la lutte contre les changements climatiques, maintenir la biodiversité dans la Méditerranée, les développements économiques des deux côtés. Alors voilà un très très grand dessin de ce qui va être notre présidence de l'Union européenne. Jean Asselborn, M. Alvarez vient de dire qu'il va prendre la présidence au moment tellement difficile, crucial. On a toujours l'impression de vivre les moments les plus difficiles. Avec le recul que vous avez, on parle depuis quelques années maintenant, avec Covid, avec la guerre, on nous dit multicrise. Il y a beaucoup de gens qui dépriment rien qu'à l'idée d'écouter les nouvelles le matin. Est-ce qu'on vit vraiment dans un monde plus dangereux, plus complexe, ou est-ce qu'on a juste plus d'informations? Comment est-ce que vous le voyez? Je pense qu'en 2004, quand j'avais l'honneur de devenir ministre des Affaires étrangères, ça fait maintenant quelques années, l'espoir, vraiment l'espoir aussi en matière de politique étrangère était le thème principal. C'était après la guerre d'Irak. On avait une possibilité de résoudre le problème entre Israël et la Palestine. Les Américains et les Russes se sont rencontrés. Bon, donc ça s'est un peu écroulé, beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que le thème dominant dans la tête des citoyens, c'est la peur. Et c'est pour ça que nous, ministres des Affaires étrangères, on est là pour que cette peur ne perdure pas. Je pense que, si je peux comparer la politique étrangère à un haut fourneau, notre métier, c'est de bien entendre les craquements, mais de ne pas faire exploser le haut fourneau. S'il explose, comme c'est le cas en Ukraine, il faut. Mais écoutez, surtout, je voulais, sur votre demande de l'Institut Pierre Werner, essayer d'avoir les deux pays fondateurs et l'imprévisibilité est donc à l'ordre du jour de toute réunion de ministres des Affaires étrangères. Et donc, Anna-Lena, je le dis aussi, elle m'a téléphoné ce matin. Donc, vraiment, le défi pour le Soudan, c'est énorme, comme pour toi et pour toi aussi. Et donc, on comprend, il faut l'accepter. Ce qui me revient, quand je t'ai écouté aussi, peut-être qu'on va reparler de la souveraineté stratégique, mais Institut Pierre Werner, moi j'ai trois choses en tête concrètes, donc en tant que petit luxembourgeois. C'est premièrement comment faire, peut-être aussi pendant ta présidence, d'améliorer le marché intérieur qui ne fonctionne pas. Il y a toujours des barrières, donc on n'arrive pas vraiment à déployer entre les 27, à casser toutes les barrières et devenir. Deuxième chose, Schengen. Et comme je suis le seul non-diplomate entre nous trois, les deux diplomates m'excusent, enfin, tu vois, surtout, tu m'excuses. Donc, Schengen, c'est quelque chose dont on nous a envie sur la planète entière. Ce sont 25 pays, et pour l'instant, il y en a 6 qui ont toujours des contrôles aux frontières. Il ne faut pas jouer avec Schengen. C'est le plus grand acquis avec l'euro de l'Union européenne. Et deux pays fondateurs de l'Institut Pierre Werner sont parmi ceux qui contrôlent les frontières. Donc il faut faire attention. Schengen, c'est l'ouverture, et l'ouverture, ce n'est pas l'exception. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui me revient en tête, et je pense que tous les deux, vous êtes d'accord avec moi, c'est l'état de droit. Donc, l'Union européenne n'a pas été conçue pour être une superpower, mais construite sur les valeurs que nous avons apprises après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je dois être concret, et il faut être concret. Il faut que les pays qui ont des problèmes de respecter l'état de droit, qu'ils pensent surtout à l'avenir et aux générations futures. Pourquoi a-t-on cette guerre en Ukraine? Parce que Poutine il n'y avait plus de contrôle, les médias ne sont plus libres, la justice n'est plus indépendante, la séparation des pouvoirs n'existe plus. Et je le dis parce que
la Hongrie, c'est un grand pays, mais il faut qu'à un certain moment, et ça a commencé en 2010, il faut qu'à un certain moment, cela vraiment se termine. Il faut qu'en Europe, on respecte l'article 2, l'article 3 des traités, que vraiment on respecte la démocratie. Et je vois ici mon ami l'ambassadeur de Pologne, même chose. Après les élections en Pologne, qui ont lieu au mois d'octobre, septembre-octobre, je pense que vraiment, en ce qui concerne ce grand pays de plus de 40 millions d'habitants, qui va jouer un rôle déterminant dans l'avenir de l'Europe, parce que l'Europe va effectivement s'élargir vers l'Est, donc on a besoin d'une Pologne qui vraiment respecte les règles de l'Union européenne. Et c'est ça l'Institut Pierre Werner, pour dire parfois que c'est une lutte. L'Union européenne n'est pas tombée du ciel. Et les valeurs ne sont pas tombées du ciel. Et il faut se battre chaque jour pour que la démocratie et l'état de droit, dans l'intérêt des générations futures, soient respectés dans l'Europe. Merci. Voilà pour les défis de l'Union en interne. Moi, je voudrais voir un peu l'image en l'architecture géopolitique générale qui a beaucoup changé. On vit dans un monde où les relations entre les États-Unis et la Chine se détériorent, ce qui n'est pas fait pour enlever des angoisses ou des peurs, et qui sont pas des angoisses mais des peurs réelles. Et la question, c'est où se situe l'Europe ? Et le président Macron a dit en 3e puissance mondiale, donc vraiment à hauteur de yeux. Mais est-ce que l'Union a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Si c'est à moi que vous posez la question, je pose la question à tout le monde. Je commencerai, mais donc je vais faire bref. Jamais assez. Est-ce que l'Union a les moyens de ses ambitions ? Jamais assez, parce que ses ambitions sont grandes et ses moyens sont en construction, quoiqu'ils aient beaucoup progressé. Nous souhaitons être attentifs à construire notre Union européenne dans la communauté de valeurs qui est la nôtre. Jean avait raison de le souligner avec force et conviction, comme toujours. Et dans le cadre de ces valeurs partagées que nous avons, par exemple avec les États-Unis d'Amérique, façon pour moi de dire que pour nous, Européens, il y a des valeurs universelles, ce qui n'est pas, vous le savez, hélas, aujourd'hui, un point de vue qui est partagé par tous, et il faut revenir dans cette tradition universaliste. Ça fait partie aussi, je crois, des tâches et des missions de l'Union européenne. Pardon, Jean. Non, vas-y. Non, moi, je suis en réserve. On a vécu des grandes crises qui étaient impensables les jours avant qu'ils s'éclatent. Covid-19 et l'agression illégale en Ukraine. Et ces deux crises nous ont montré très clairement aux Européens quelles sont nos vulnérabilités qu'il faut couvrir. Mais en même temps, nous avons découvert, ou encore mieux redécouvert, les valeurs de l'unité et de la solidarité. Lorsqu'on est ensemble, si on compare la crise financière et comment on est sorti et cette des crises, on a découvert ou redécouvert qu'unis et en étant solidaires, nous sortons avant, nous sortons en meilleure santé et nous laissons moins de gens sur le bord du chemin. Alors, on a déjà la méthode. On peut faire des grandes choses ensemble. Et on est juste à un moment où, un peu comme en 1989, après la chute du mur de Berlin, tout est chamboulé. Et on doit redessiner. Et l'Europe doit décider si elle veut participer à ce redessinement du monde, que sa voix soit entendue avec force dans le monde, ou simplement suivre les terrains de jeu qui est en train de dessiner par autres et les règles du jeu. Et je pense que l'ambition de l'Europe, en tout cas pendant notre présidence, c'est cette ambition que nous allons porter, et justement de participer avec d'autres. L'Europe ne veut pas imposer, mais elle veut travailler avec d'autres. Et on peut jouer un rôle très important de modérateur dans les tensions mondiales, parce que nous avons des valeurs qui sont toujours des coopérations et des solidarités aussi avec ceux qui sont à l'extérieur du monde. On a découvert nos vulnérabilités. On sait qu'on ne peut plus être dépendant d'un groupe de pays, encore moins d'un seul pays pour tout ce qui touche à nos vies la plus quotidienne, pour tout ce qui est l'alimentation, pour tout ce qui est l'énergie, pour tout ce qui est la santé. Nous devons avoir un certain degré
d'autonomie. Et ça touche aussi à la réindustrialisation. Et certainement, ce n'est pas l'ambition de l'Europe de simplement être un spectateur et de voir décider entre ce que 2, 3 pays décident pour décider si on va se fusionner avec l'un, avec l'autre ou avec le troisième. L'Europe a aussi sa place au monde et doit pouvoir s'offrir à soi-même son propre façon de vivre et d'entendre les mondes. Certainement avec une guerre qui est une guerre en Europe, mais n'est pas une guerre européenne, qui touche les valeurs et les principes les plus centraux de la Charte des Nations Unies. Alors, encore, nous devons faire entendre à notre voix davantage. Oui, je pense que votre question était aussi un peu axée sur la Chine et il ne faut pas avoir peur d'en parler. D'abord, tu sais, et toi aussi, que depuis quelque temps, nous avons donc ces 3 mots, c'est-à-dire partenaire, concurrent et rival. Rival stratégique. Bien. Je pense qu'il faut être clair vis-à-vis de la Chine, et le Luxembourg est un pays où beaucoup de relations ont été établies avec la Chine dans les 10-20 dernières années, mais il y a quelques, je ne dirais pas les lignes rouges, parce que l'Europe ne peut pas émettre des lignes rouges, mais toujours répéter que Taïwan ne peut pas être réunifié par la force. C'est une chose. Deuxième chose, les droits de l'homme pour l'Union européenne sont toujours importants, même dans la relation avec la Chine. Et puis, troisièmement, ce qui est d'actualité, et nous espérons, et je crois que le président Macron était aussi très clair là-dessus quand il était en Chine, ce serait très, très, très mauvais si la Chine mettrait à disposition de la Russie des armes qui peuvent être utilisées, qui pourront être utilisées en Ukraine. Donc, juste pour... Mais ce que je pense, chère Catherine, c'est cette relation très spéciale, ou cette phrase très spéciale sur la souveraineté stratégique. Donc, moi, je pense, si on parle de la Chine, évidemment, ça revient dans notre tête, la Chine sera, dans le XXIe siècle, un des pays les plus importants de la planète, et il faut que l'Europe se positionne. Je pense quand même que dans ce positionnement, on n'a pas besoin de télescoper d'un côté donc l'autonomie européenne, pas de suivisme par rapport à personne, d'accord, mais deuxièmement aussi ne pas établir sa stratégie contre une politique transatlantique. Donc là, il faut, ça c'est la balance qu'il faut trouver en matière de politique étrangère. Il faut trouver le chemin, parce que dans l'Union européenne telle qu'elle existe, et elle existera toujours, on n'arrivera jamais dans l'Union européenne à avoir une position en politique étrangère commune si elle va contre, disons, tout ce qui se rapporte au transatlantique. Donc il faut faire attention à cela, parce que si on mélange les deux choses, là on arrive à avoir des discussions où on ne trouve plus le... On est tellement d'accord, Jean, que lorsque le président parle en Chine et aux dirigeants chinois de la nécessité pour l'Europe de grandir, en gros, ça revient à ça, d'avoir les moyens de son indépendance, de ses choix et de sa souveraineté. C'est un message qui s'adresse également, sinon prioritairement, aux Chinois. C'est-à-dire que nous ne devons pas être dépendants d'eux. Nous avons appris d'une façon difficile, José Manuel le rappelait au moment de la pandémie, où nous courions tous pour aller chercher des molécules de paracétamol ou même des équipements et des masques, et où nous avons appris après qu'il fallait se passer d'autres dépendances énergétiques, tu le disais aussi, José Manuel, ou tout simplement, dans tous les domaines stratégiques, nous devons réindustrialiser, faire mieux fonctionner le marché unique et retrouver, là où nous les avions perdus, les moyens de souveraineté. Mais cela prendra du temps. Et en attendant, il y a quand même un volume commercial de 900 milliards qui est en jeu. Et on dit on ne veut pas répéter les mêmes erreurs qu'on a faites par rapport à la Chine, dépendance. C'est quand même pas quelque chose qu'on peut décider du jour au lendemain. Donc c'est un équilibre qui sera difficile. Oui, mais c'est un changement qui est en cours. Oui. Et une autre question par rapport à Taïwan. Autre parallèle pour la Russie, ex post, on a dit, mais en fait, Poutine l'a toujours annoncé. Il a dit clairement
sa position sur l'Ukraine. La Chine a toujours dit Taïwan fait partie de la Chine. Mais pas militairement, l'intégration. Mais si jamais le scénario est quand même possible, et l'Europe a dit on va être ferme, quelle sera la réaction de l'Europe si jamais ce scénario... Alors, vraiment en vitesse, sur la réindustrialisation, il y a des choses qui se font. L'Europe se réindustrialise et pas que la France. Il y a 20 ans, parler de politique industrielle européenne était impie, tabou, abominable. Vraiment une chose à éviter. Aujourd'hui, on le fait et les instruments dont on est en train de se doter, peut-être sous l'effet de la nécessité de répondre à la hiérarchie américaine, fait que l'Europe a décidé, et c'est en marche, de se réindustrialiser. Taïwan, je fais vite, je crois que la France est un pays qui a toujours eu comme constante de dire qu'elle était favorable au maintien du statu quo, défavorable à toute modification du statu quo, a fortiori par la force, et défavorable à toute montée des tensions comme on en voit. J'ajoute que lorsque le président était en Chine et qu'il a tenu des propos très clairs sur Taïwan illustrant cette politique, nous sommes un pays qui a une présence dans le Pacifique, par nos territoires, par nos populations, avec une présence militaire, et que dans le cadre des missions de souveraineté que nous effectuons dans le Pacifique, la France a fait passer par le détroit de Taïwan, il y a 15 jours, une frégate militaire. Comme d'habitude, je précise que ce sont des eaux internationales et que nous faisons partie des pays qui pensons et qui démontrons qu'il y a une liberté de navigation, libre passage inoffensif, comme dit le droit de la mer, dans les eaux internationales. Il n'y a pas tant de pays que ça qui le font. Donc voilà pour Taïwan. Je crois que si Taïwan serait attaqué militairement et intégré dans la Chine, on aura une crise économique mondiale de première importance. Tous nos portables, nos voitures, les semi-conducteurs sont d'abord construits en Taïwan. Et donc c'est tout ce que je dis. J'espère vraiment que la Chine, qui est un grand pays avec un peuple extraordinairement intelligent, ne fasse pas cette démarche. Évidemment, et je crois que tu partages mon point de vue, si Poutine arrive à gagner cette guerre, on ne sait pas ce qui sera la suite aussi dans la politique étrangère chinoise. C'est pour ça que c'est tellement important que nous aidons l'Ukraine à résister. Très vite, sur la première question que vous avez posée, les commerces, l'Europe est une union ouverte. Nous aimons les commerces et nous aimons que des entreprises étrangères viennent ici. Mais ça suppose aussi que nous pouvons aller dans les pays dans des conditions similaires. Alors, ce qu'on appelle avec l'anglicisme le level playing field doit être vraiment une boussole. Et après, il y a des choses, ça on l'a découvert en Covid et on l'a découvert avec la guerre d'Ukraine. Et de là, la réindustrialisation. Il y a des choses que nous devons faire pour nous-mêmes, pas en autarcie, mais un pourcentage de notre sécurité alimentaire, de notre santé, doit être entre nos propres mains. Sur les Taïwan, pour l'Espagne, je pense que c'est presque un consensus entre les Européens. Nous sommes peut-être tous dans une ligne politique, à nouveau dans les jargons diplomatiques, on appelle la une seule Chine, mais en même temps, nous sommes tous d'accord sur le status quo dans le détroit de Taïwan, et certainement ne pas changer ce status quo par la force. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne crois pas à la politique fiction, surtout en politique étrangère. Je pense que nos citoyens sont déjà assez angoissés avec la guerre en Ukraine comme pour rentrer dans d'autres choses. À la fin, la politique étrangère est toujours faite des faits réels et en ce moment, on est très très loin d'être là. Mais les lignes politiques sur lesquelles l'Europe bougerait, ils sont établies depuis longtemps. Une seule Chine, le status quo du traité de Taïwan n'est pas changé, rien du tout par la force. Et tous ceux qui espéraient à un certain moment un rôle médiateur ou de possible négociateur de paix de la Chine dans la guerre justement de la Russie contre l'Ukraine, ils ont bien déchanté, même si le rapport de force entre les deux hommes forts de Beijing et de Moscou a changé. Il y a clairement une solidarité affichée. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine, pour ce conflit, cette solidarité clairement affichée de la part de la Chine? Oui, je crois que... Oui, je pense que
pour beaucoup de gens, l'espoir, après le 24 février, existait que la Chine pourrait vraiment être le pays qui aurait pu stopper Poutine. Ce n'est pas le cas. Et heureusement, je le dis parce que l'actualité nous poursuit, que ces théorèmes expliqués par l'ambassadeur chinois à Paris ne sont pas la position officielle de la Chine. Qui vient d'être démenti officiellement par son ministère. Même par son ministère et par son ambassade. Ce qui est quand même heureusement, parce que là, on serait parti pour... En jetant la responsabilité aux médias qui ont mal compris et qui ont... Ouais. Oui, bon. Donc, pour répondre à votre question en un mot, je pense que ça s'est envolé, mais il faut garder quand même espoir d'avoir une relation avec la Chine. Je ne dis pas pour résoudre ce problème-là, parce que ce n'est pas possible, mais d'essayer en tout cas, avec les moyens dont nous disposons en matière de politique étrangère cultivée en Europe, pour expliquer à la Chine que ce serait la catastrophe. La Chine, elle a quand même aussi d'autres intérêts que l'intérêt de Poutine. Et j'espère que cela prévaudra. On passe aux questions des étudiants. Il y a des étudiants. Il y a déjà une question. Jean Asselborn a déjà parlé de Schengen, un de ses chevaux de bataille, et il y a aussi une question d'un des étudiants. Je ne sais pas si je vais trouver rapidement le nom, sinon voilà. Si vous voulez bien vous présenter, parce que allemand ou français. Iona Serna qui va poser une question sur Schengen justement. Est-ce que je m'entends? Bonjour, oui, je m'appelle Ioana Cernat. Je viens de la Roumanie, mais je suis étudiante à un double diplôme à Sciences Po avec Freie Universität Berlin. Et j'avais une question par rapport à l'intégration en Schengen, sur l'importance des critères techniques et des critères politiques, étant donné que, par exemple, la Roumanie, au dernier vote, avait tous les critères techniques, mais de toute façon n'était pas acceptée pour entrer en Schengen. Merci. En deux mots. La France est favorable à l'intégration de la Roumanie à Schengen. La Commission, à de nombreuses reprises, a fait les études techniques, les dernières étant une confirmation des précédentes et étant positives. Ensuite, il y a une configuration politique qui ne dépend d'aucun de nos pays ici sur scène, qui fait qu'il y a encore des hésitations, pas de la part de nos pays, je vous le dis tout de suite. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est en train de changer un peu, disons, la méthode. Parce que dans le passé, quand cette commission spéciale a dit oui, tout est réglé pour la Bulgarie et pour la Roumanie, et la Commission européenne a dit oui, feu vert, on est allé. Cette fois-ci, il faut le dire, il y a un pays qui a pris les devants, c'est l'Autriche, qui a dit à cause de la migration, il y a, je crois, 120 personnes qui sont venues de Bulgarie et de Roumanie en Autriche. Il a dit non, on ferme les... Bon, je ne vais pas maintenant critiquer uniquement l'Autriche, mais la politique européenne importante, vraiment européenne, devient de plus en plus, et de plus en plus vue par les lunettes locales ou nationales. Et nous connaissons le contexte intérieur, domestique de l'Autriche, et c'est dans ce sens-là. Et c'est dommage parce que plus de 20 millions d'Européens, de citoyens européens ne peuvent pas profiter de Schengen. Et regardez sur les frontières, les files d'attente des camions qui sont bloqués, et pour rien, parce que je pense qu'à un certain moment, l'Europe, c'était pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, parfois, l'Europe, c'est pour bloquer des choses. Et c'est mauvais et c'est faux. On ne va pas l'angoisser. On est positif et optimiste et vous verrez, ça va marcher. Et j'ai assez de raisons. Et avec la pression de temps, si vous permettez, M. Alvarez, on va passer à la deuxième question de Leonhard Fischer, qui va poser une question sur l'idée d'une Europe fédérale. Oui, guten Tag, Leonhard Fischer. Ich bin im 4. Semester des deutsch-französischen Campus von Sciences Po Paris in Nancy. Und ich würde gerne wissen, inwiefern erachten Sie den im deutschen Koalitionsvertrag von 2021 favorisierten föderalen europäischen Bundesstaat als realistisches und erstrebenswertes Ziel weiterer Reformen und möglicher Vertragsveränderungen? Dankeschön. C'est à toi.
moi, dans mes rêves les plus fous, ça ne me gênerait pas forcément. C'est pas du tout la position officielle de la France, donc je me calme. La France pense que l'Europe est un projet politique, et je crois que le reste en découle, et nous verrons dans les générations qui viennent, c'est-à-dire celles que vous représentez, et l'Europe que vous construisez après nous, répondra à cette question. Je pense qu'on est obligé de construire une Europe qui poussera plus loin son intégration. Est-ce qu'il faut que ça devienne un État fédéral? Je ne suis pas sûre qu'on puisse franchir le pas. Il est arrivé à des dirigeants français, que certains ici dans cette salle connaissent, d'être assez audacieux pour parler de fédération d'États-nations. Donc on inverse un tout petit peu l'ordre des facteurs. C'est déjà, je pense, montrer que c'est un projet politique. Ensuite, très franchement, ça vous appartiendra. Oui, la jeunesse. Oui, c'est vrai. L'Europe en 2050 sera peut-être dans la mentalité un peu différente et plus ouverte que la nôtre. Monsieur Alvarez. L'Espagne est un pays très très pro-européen et l'idée fédérale de l'Europe, elle est très très présente. Je pense qu'on n'aurait pas de mal à gagner un référendum en Espagne sur le sujet de l'Europe fédérale et c'est quelque chose qui est très parlant aux gens. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les États autour de la table dans le Conseil. Je ne suis pas sûr que... Alors, la petite... Tu es sûr que ce n'est pas... La petite, je ne le vois pas, mais on a fait des avancées incroyables en Europe. Alors, l'important, c'est que des gens comme vous ne perdez pas les caps et qu'on garde cette idée toujours au chaud dans nos cœurs et le jour viendra où on pourra y aller. Quand vous serez à notre place, ce sera bien mieux. Et le jour viendra... J'en ai pas pressé, parce que ça fait déjà une petite vingtaine d'années qu'il est là. Et ne prenez pas trop vite sa place. Moi, je pense comme les Chinois. Le jour viendra où l'Europe sera encore élargie, ce qui ne va pas faciliter les négociations. Peut-être on aura dépassé l'unanimité, qui sait. Et il y a une dernière question de Tudor Stenchu, justement sur l'élargissement de l'Union. Vos Excellences, bonjour, c'est aussi un plaisir et un grand honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Et ma question est la suivante, pour rebondir sur le point de M. Hasselborn qui avait déjà évoqué l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Comment vos pays respectifs envisagent-ils l'élargissement de l'Union européenne dans les Balkans occidentaux, donc dans le cas de la Serbie, du Monténégro, de l'Albanie, la Macédoine du Nord, et dans le cadre du conflit actuel en Ukraine, aussi vers la Moldavie et l'Ukraine? Je peux y aller? Vas-y, vas-y. Alors, aujourd'hui, on avait la visite du ministre des Affaires étrangères de Géorgie. Bon, vous savez, la Géorgie n'a pas le statut de candidat, mais se rapproche. Il y avait un petit problème au mois de mars, et il faut voir comment ça se développe. Bon, en tout cas, je ne sais pas maintenant exactement le nombre, mais je crois qu'on est 27, ça je sais, et peut-être dans... Les demandes, il y en a une dizaine, 9 ou 10 demandes maintenant, c'est-à-dire que l'Europe est attractive. Ça, c'est déjà un point positif. Le deuxième point, évidemment, les Balkans, c'est notre jardin. Notre jardin. Ce n'est pas celui des Chinois, des Russes, de l'Arabie saoudite, des Américains ou d'autres, c'est notre jardin. Et il faut qu'on avance. Évidemment, vous connaissez les règles, l'état de droit, les réformes, la justice, tout ça, on n'est pas là encore. Mais il faut encourager ces États parce que c'est la première nécessité. L'Ukraine, on a pris une décision au mois de juin, l'année dernière, c'est extrêmement politique. Extrêmement politique. Je pense que le jour où cette guerre, j'espère que ce sera demain, se terminera, donc il y aura une demande de l'Ukraine pour l'Union européenne et pour l'OTAN. Et là, il faut être préparé, en tout cas dans la tête. On ne peut pas... Mais dans le passé, donc comme je suis quelques années déjà, en 2005, on a donné le statut de candidat à la Macédoine du Nord, comme elle s'appelle aujourd'hui, et à la Turquie, en 2005, et à la Croatie à ce moment. La Croatie est devenue membre, tous les autres pas. Moi, je pensais en 2005 qu'en 2015, au moins, tous les États des Balkans seraient membres de l'Union européenne, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas... calculer en années parce qu'on n'arrive pas. Donc c'est sur le fond que cela se décide, mais c'est notre obligation. Pour tous les autres pays, j'ai parlé de l'Ukraine, mais surtout de la Moldavie. On avait des réunions chez Catherine à Paris.
c'est extrêmement précaire, hein, extrêmement précaire. La Géorgie, si la Géorgie essaie de trouver la bonne carburation, comme je dirais, donc ça peut marcher aussi dans la bonne direction, mais pour l'instant, il faut vraiment qu'elle fasse encore des efforts. Et puis, il y a la Turquie. Bon, il y a des élections maintenant en Turquie. Et je ne pense pas que ce serait un malheur si on changerait de président. Donc, mais on n'est pas là, ça c'est l'affaire des Turcs. Hein, c'est l'affaire des Turcs et je ne peux pas... Mais j'ai connu aussi un Erdogan en 2004, 2005, 2006, 2007, qui était très différent, qui était beaucoup plus ouvert et qui était pro-européen. On a fait aussi une faute avec ce truc de candidature privilégiée. C'était surtout M. Sarkozy et aussi Mme Merkel qui ont toujours parlé de privilégier de partnership. Et là, on a perdu du temps. Aujourd'hui, impossible. Donc, tant que la Turquie a cette politique en matière de droits de l'homme, c'est impossible. Donc, c'est gelé, c'est pas abandonné, mais c'est gelé et ça reste dans le, enfin, comment dirais-je, en circuit, mais pour l'instant, c'est très difficile. Je ne sais pas si tu as la même opinion que moi, parce que l'Espagne et la Turquie ont fait beaucoup de choses, notamment aussi, à l'époque, cette alliance des civilisations, c'était vos deux pays. Ça continue, l'alliance et l'amitié avec les Turcs. Mais pour l'instant, c'est difficile. Donc, élargissement, c'est presque encore plus difficile que l'approfondissement. Mais je serais déjà content, je pense avec mes collègues ici, si on arriverait, en ce qui concerne le rule of law, donc l'état de droit, à faire des efforts. Ce serait très, très important aussi pour l'élargissement futur. Merci beaucoup pour ce condensé qui donne une belle impression de cette multiplicité de crises dans très, très peu de temps. C'était passionnant. Merci beaucoup. Bon retour à vous deux. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Et bravo à l'Institut.